Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saison 5 de Tranche de couple. On ne va pas se mentir, vous le savez, on ne se ment jamais. De toute façon, trouver un titre pour cet épisode à l'actualité, ma foi, lourde, n'a pas été facile. On a choisi alors, après quelques réflexions, de l'intituler tout simplement « Dans quel monde vit-on ?» parce que c'est un peu ce qu'on se dit au vu de l'actualité de ces derniers jours. Et on va vous donner un petit disclaimer aussi sur le fait qu'on a enregistré quelques jours en avance cette semaine. Et donc, il y a aussi peut-être des derniers développements quand vous écouterez cet épisode qui peut-être n'auront pas été couverts dans cet épisode. On est dans l'actualité chaude. Sachez que nous enregistrons cet épisode le 15 octobre, pour être précis. Alors, on voulait aussi vous remercier toujours et encore pour votre écoute, vos messages et votre sympathie. Ça nous touche vraiment beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire que vous avez bien écouté tel ou tel épisode, même si vous êtes un peu en retard. Franchement, c'est toujours sympa d'avoir des petits messages. Et puis, malgré un début d'année pour nous un petit peu compliqué, on arrive, grâce à vos messages et à vos écoutes, à trouver au fond de nous-mêmes la motivation pour vous proposer ces tranches du monde et de notre vie toutes les 2 semaines. Alors du coup, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. On commence par la rubrique Actu, et forcément, cette semaine... Dans notre rubrique Actu, on va vous parler du conflit et de l'escalade de la violence en Israël et en Palestine. C'est l'impossible entente, c'est une spirale. On voudrait finalement un peu dédier cet épisode à toutes les victimes des violences et des atrocités qui ont été commises par le groupe terroriste Hamas en Israël, qui pleure aujourd'hui plus de 1300 morts, notamment des femmes, des enfants, dans des conditions absolument innommables. Et puis aux Palestiniens civils, en particulier les femmes et les enfants également, qui souffrent des bombardements qui ont débuté après ce que certains appellent déjà aujourd'hui le pogrom de samedi dernier en Israël. Quelque chose de très important pour nous depuis le début. Et tu l'avais marqué, mais tu as oublié de le dire, et de la violence et de l'oppression du Hamas qui se sert de ces populations civiles comme des boucliers. D'ailleurs, des civils et aussi des otages qu'ils ont pris effectivement le 7 octobre. Absolument. 140 otages israéliens aujourd'hui. Certains auraient été retrouvés malheureusement déjà décédés. Quelque chose donc de très important pour nous depuis le début, depuis une dizaine de jours, ça a été de mesurer quelle position prendre vis-à-vis de ce conflit. On vous en a déjà parlé dans notre dernier podcast, c'était il y a à peine une semaine, mais il n'y a pas de mots suffisamment forts pour condamner ces crimes, les atrocités, les horreurs qui ont été commises par le Hamas dans les localités bordant Gaza, qui ont donc fait, comme je le disais, 1300 morts israéliens. Mais aussi plus d'une vingtaine d'autres nationalités. Et il n'y a surtout pas de « oui mais » acceptable sur cette question. La condamnation ne peut pas se faire à moitié, elle ne peut pas dépendre de quelque décision que ce soit du passé, et rien, absolument rien ne justifie ces crimes. Rien ne justifie non plus les morts civiles du côté palestinien, estimés aussi à plus de 2500, aujourd'hui à plus de 2500 selon les autorités locales. En un mot, la violence ne devrait jamais être la solution. Ce n'est pas être bisounours, c'est simplement être en accord avec l'idée que la valeur de la personne humaine doit être protégée avant tout. Donc on a beaucoup lu ces derniers jours, écouté, vu, même si on a essayé de se préserver des nombreuses vidéos non censurées disponibles sur certains réseaux sociaux en pleine déliquescence. Difficile de donner un point de vue qui ne sera pas déséquilibré dans un sens, sans doute. Difficile de donner un point de vue qui nous correspondra également à 100%, parce que justement, on a tellement de questions qui nous traversent la tête on évolue aussi tous les jours. Alors, plutôt que de vous donner notre point de vue, on voudrait partager avec vous quelques témoignages qui nous ont paru équilibré, en tout cas aller dans le sens de ce qui nous parle ici ou là depuis une dizaine de jours et qui nous aide à mieux comprendre les enjeux. Alors je vais commencer par vous lire des extraits d'un fil sur X, Twitter, d'un journaliste de The Economist qui s'appelle Jonathan Rosenthal, qui est juif de confession, mais qui n'habite pas en Israël. Alors il se dit toujours malade et inquiet, donc ça c'était cette semaine, parce que il a de la famille, des amis en Israël,
et aussi beaucoup de personnes qu'il connaît qui ont été appelées à servir en tant que réservistes dans l'armée israélienne. Il dit que beaucoup, mais pas tous, de ses amis, de sa famille en Israël sont fermement dans le camp de la paix de la politique israélienne, qu'ils ont argumenté ou fait campagne pour mettre fin à l'occupation et protester contre le gouvernement de droite de Bibi Netanyahou et ont essayé de construire des ponts entre les Juifs et les Palestiniens. Ils sont aussi furieux contre Netanyahou parce que les réformes judiciaires qui ont divisé le pays ont finalement nui à la sécurité du pays et cette coalition violemment raciste a finalement attisé les tensions en interne. Il se déclare stupéfait, comme beaucoup de citoyens israéliens, que les défenses d'Israël aient si mal réussi à protéger les citoyens. Et bien sûr, il a été choqué par la barbarie du Hamas. Il dit qu'il a été blessé par la réaction de nombreuses personnes hors d'Israël, alors même que les otages étaient encore pris et que les terroristes étaient toujours en train d'exécuter des civils sur le territoire israélien, par ces personnes qui blâmaient les victimes et justifiaient les horreurs. Que ce soit sous le manteau de l'intellectualisme, en disant que c'était inévitable, ou alors en parlant de la nécessité de la décolonisation, d'autres sous le thème de l'impartialité, en arguant qu'il n'y avait pas de distinction morale entre Israël et le Hamas. Alors, selon lui, si ces premiers mots en réponse à cette horreur indicible n'étaient pas une condamnation sans équivoque, alors aucun droit de critiquer la réponse d'Israël. Alors, il s'est aussi ému de ceux qui ont réagi avec une certaine joie non dissimulée, ceux qui parlaient de résistance, en disant qu'ils n'avaient pour eux que haine et mépris. Haine non seulement à cause de la faillite morale, de l'inhumanité et de l'antisémitisme, mais parce qu'ils les considèrent d'autant d'obstacles à la paix et à une Palestine libre que le sont côté israélien les ultranationalistes et les juifs de droite. En célébrant ou même en excusant les crimes du Hamas, on dit aux Israéliens et aux Juifs, partout, qui vivent encore avec le traumatisme de l'Holocauste, que le monde ne valorise pas leur vie et qu'ils ne seront jamais en sécurité à vivre à côté d'une Palestine libre. Et puis, il partage ses sentiments mitigés sur la réponse israélienne, en disant qu'il comprend pourquoi Israël ne peut pas permettre au Hamas de rester intact, de planifier, de préparer de nouvelles et plus horribles façons de tuer des Juifs et d'autres innocents de multiples pays. Mais en même temps, il est également horrifié par le sang des Palestiniens innocents qui est et continuera d'être versé à Gaza et par la souffrance et la peur imposées aux civils là-bas. Il est aussi inquiet pour les filles et fils de ses amis et de sa famille qui sont réservistes dans l'armée israélienne et qui seront en danger en entrant à Gaza. Il dit qu'il n'accepte aucune suggestion qu'il y ait une quelconque équivalence morale entre ce qu'Israël doit faire maintenant et ce que le Hamas a choisi de faire le 7 octobre, en mettant en regard ce qu'un pays fait dans le cadre du droit international et en tentant de minimiser les dommages, et un autre qui finalement se réjouit du génocide et en le diffusant fièrement en direct. Mais il insiste sur le fait qu'Israël devrait faire encore plus pour protéger la vie des Palestiniens innocents, qu'il ne peut pas être acceptable de couper la nourriture et l'eau à 2 millions de personnes et de bombarder une bande confinée sans offrir le passage pour les non-combattants vers la sécurité, que ce soit en Égypte ou en Cisjordanie. Il dit enfin que certains disent que tenir Israël a une norme plus élevée et en soi antisémite, mais sûrement que cette norme plus élevée est celle à laquelle Israël même aspirait lorsque sa déclaration d'indépendance établissait un État, je cite, basé sur les préceptes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes hébreux. Il dit qu'il espère qu'une fois la poussière retombée, les deux parties décideront que les tueries doivent cesser et prendront au sérieux la paix. Voilà, c'est un témoignage qui est fort intéressant
bien sûr, nous, on n'est pas de confession juive. Et donc, on regarde ça, malheureusement, enfin, en tant que spectateur un petit peu détaché. C'est très important, je pense, aussi d'entendre et de lire des paroles de gens qui sont encore plus proches. Absolument. Et je voudrais rebondir. Du coup, moi, je voudrais vous parler de trois témoignages, enfin de trois personnes, trois témoignages qui m'ont beaucoup touché sur les réseaux sociaux. Et le premier, qui va dans le sens un peu de ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on peut faire depuis la France, ça nous vient de Johann Sfar, qui est un écrivain, dessinateur de BD. Il a notamment dessiné, pour celles et ceux qui connaissent, Le Chat du Rabbin, qui est une BD que j'aime beaucoup par l'humour qu'il arrive à mettre, un humour tout à fait particulier qu'il arrive à mettre dans cette ambiance de colonie, de l'Algérie coloniale française, dans la communauté de cette communauté juive qui s'y développe. C'est quelqu'un que j'admire, en tout cas que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et alors je vais vous lire, il a écrit il a fait quelques dessins, a écrit quelques textes ces derniers jours. Et un de ces textes, il a écrit: depuis la France, soyez à peu près certains que vos actes ne peuvent aider ni la Palestine, ni Israël, ni la paix. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire preuve d'empathie pour les compatriotes que ces drames mettent directement en danger. Ça vaut aussi pour la Belgique, naturellement, c'est un petit aparté que je fais. Pardon pour cette petite lumière de Hanouka, cette lupiote d'espoir. Ce matin au café, un couple musulman avec le voile, la barbe et toute la tenue. Et leur bébé. Et moi, mon enfant. Ils m'ont reconnu, et le papa m'a gentiment posé la main sur l'épaule. Nous n'avions rien d'autre que ce silence. Mais j'ai senti dans leurs yeux un chagrin et une inquiétude semblables aux miens. Car nul ne sait quelles autres horreurs nous attendent. Et alors, puisqu'on parle du silence, il a également écrit pour la jeunesse. Il a dit, il fait ça sous forme d'un dialogue du chat, donc le fameux chat du rabbin, qui est un chat qui parle. Oui, c'est tout à fait logique, ça a tout à fait du sens. C'est pas Harry Potter, mais presque. Le chat nous dit: profitez de ce silence pour étudier l'histoire de cette région. Étudier, ce n'est ni Twitter, ni les slogans. C'est s'abreuver à des sources historiques et contradictoires. Note de moi-même, de nous-mêmes, on ne saura vous dire assez combien c'est important comment les sources sont importantes. Lisez des romanciers, des historiens, des journalistes de tous les camps. Chaque personne sensée souhaite, je crois, que la Palestine ait son État et qu'Israël soit en sécurité. Appeler à la haine d'un peuple ou de l'autre n'apportera que le carnage, partout. Le Hamas se réjouit à la fois des morts palestiniens et israéliens. Les deux servent sa cause. Sans l'aide de la région entière, ce conflit n'aura jamais de fin. Ça, c'est un premier texte. Voilà, ça, c'est un texte qu'il a écrit notamment à destination de la jeunesse, mais je pense qu'il peut être à destination de nous tous, en fait, pour tout ce qui est dit dedans. Il écrit aussi, notre chat écrit toujours, enfin, Johann Sfar, mais faire peser sur les Palestiniens, pour vous donner un petit peu de contexte d'histoire, faire peser sur Palestiniens et Israéliens une possibilité même lointaine de paix, c'est tout condamner à l'échec. Cette région tout entière est empoisonnée par les fantômes de l'Empire ottoman et du mandat britannique. Les Anglais ont promis en 1917 la même terre aux Juifs et aux Arabes. Lisez l'histoire juive, lisez l'histoire arabe. Plus on étudie, plus c'est complexe. La compréhension viendra du respect pour l'histoire de l'autre. Chaque crime fait reculer la paix de 10 ans. Avec nos mots, nous pouvons la faire avancer d'1 centimètre. Tout est toujours perdu d'avance. Ce n'est pas une raison pour se taire. Et alors, pour terminer, un texte qu'il a écrit hier, samedi 14 octobre. Voilà 7 jours que 1300 civils ont été massacrés par le Hamas. 120 civils sont captifs à Gaza. Hier, le Hamas a publié une vidéo montrant ces terroristes cagoulés qui paradent avec des bébés otages. Des ordures utilisent depuis 3 jours leur parole publique pour mettre en doute les massacres. Pour se demander si 40 bébés assassinés ont été décapités, violés ou brûlés vifs. Réponse, les 3. Le Hamas gagne à tous les coups. Il gagne quand meurent les enfants, israéliens et palestiniens. Si vous pensez que les 9 500 000 habitants d'Israël ne devraient pas être là, vous êtes génocidaires et vous faites partie du problème. Si vous pensez que les 2 millions d'habitants de Gaza devraient disparaître, vous êtes aussi génocidaires et vous faites également partie du problème. En France, notre seul pouvoir consiste à éviter de dire trop de conneries. Difficile d'entendre pourtant, c'est vrai que certains drames n'ont pas de solution, tant qu'on reste dans le même narratif et dans la haine. Un jour, les deux camps seront en mesure d'entendre cette douloureuse évidence. Il y a du vrai dans les deux camps. Un jour, on sera capable d'entendre avec empathie la tragédie de l'autre. Le Hamas vient de repousser ce jour de 20 ans. Ça, c'était les textes qui ont été écrits par Johann Sfar. En fait, je pourrais presque
presque m'arrêter là, tant je trouve que ces textes en fait font le tour de tous les sentiments, toutes les émotions qui me sont passées par la tête depuis une semaine. J'insiste, on n'insistera jamais assez sur le fait que on doit s'interroger, on doit lire des livres, on doit étudier ce qui s'est passé là-bas, l'histoire de cette région depuis 150 ans, depuis un peu plus longtemps même, mais ne serait-ce que les 150 dernières années, c'est absolument éclairant, mais c'est très compliqué. Alors une autre personne que j'apprécie énormément pour sa tempérance, ses prises de position, c'est la rabbine Delphine Orweiler. Elle a d'ailleurs prononcé le 24 septembre dernier, donc avant ce qu'elle appelle aujourd'hui elle-même un pogrom, le pogrom qui a eu lieu le 7 octobre autour de la bande de Gaza. Elle a prononcé un sermon dans lequel elle a été extrêmement critique de la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou, en disant qu'on doit se méfier de la puissance quand elle nous mène simplement à vouloir écraser l'autre. Je crois que tout est dit quand c'est une rabbine, une juive, avec de la famille en Israël, avec des proches qui ont été touchés de près ou de loin par ce pogrom, qui nous dit ça, qui demande qu'on soit attentif aussi aux autres, qu'on soit attentif aussi aux conséquences de nos politiques. Max, tu parlais tu nous as dit au début sur Twitter cette question du gouvernement israélien raciste. Eh bien voilà, ça fait aussi partie du problème, et c'est quelque chose qu'elle a mis en... On vous mettra le document, enfin on vous propose de nous contacter pour qu'on vous envoie le document. On a l'article tout entier avec son sermon où elle nous fait, il y a à la fois une leçon d'histoire, une leçon de théologie, une leçon de politique, et tout de façon mais équilibrée, calme, consciente. Et alors, voilà, elle en arrive quand même, malgré tout, à dire que ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, c'est un pogrom. Et elle pointe la responsabilité dans un article également de l'AFP sur les politiques, notamment en France, qui ne dénoncent pas fortement ce terrorisme. Et ça, moi, j'ai trouvé, et c'est une petite incursion de personnalité là-dedans, combien certains de nos politiques ont été lâches et continuent à l'être en ne qualifiant pas le Hamas d'organisation terroriste. On peut penser ce qu'on veut du gouvernement israélien, on peut penser ce qu'on veut de ce qui s'est passé et des bombardements. Ces bombardements sont scandaleux. Le fait de toucher les populations civiles est absolument innommable. Mais ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste, c'est une faute morale absolument impardonnable. Et les politiques qui ont été faibles sur ce sujet, moi, à titre personnel, j'avais déjà pas des affinités très fortes avant avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé. Pour terminer, un message de Marie-Armelle Beaulieu, qui vit et travaille à Jérusalem depuis 30 ans comme rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. C'est un message qu'elle a fait paraître parce que beaucoup de ses amis, elle habite à Jérusalem, l'ont contactée pour demander si elle avait besoin d'aide. Elle nous dit tout d'abord: je vais bien, je ne cours pas de danger immédiat, parce que je ne suis ni juive ni palestinienne, parce que ça se voit, je dirais que ça se flaire. Le risque d'une roquette qui tomberait sur Jérusalem et qu'elle m'atteigne est infinitésimal, et je ne vais pas aller avant un bon moment en dehors du périmètre de l'agglomération. Je condamne sans hésitation les massacres perpétrés par le Hamas. Le nombre de morts est non seulement effarant, mais les conditions dans lesquelles les civils, enfants, femmes, personnes âgées ont été assassinés sont barbares. Les morts de la rave party, le pogrom du kibbutz de Be'eri sont inqualifiables dans l'horreur. Suis-je surprise par tout ce qui se passe depuis samedi ? Oui. Surprise, atterrée, effarée, glacée, sidérée. Pour autant, quiconque suit la situation palestinienne savait que la situation était intenable et exploserait. Cela fait des mois qu'on s'interrogeait sur la possibilité d'une troisième intifada. Avant, samedi 7 octobre, l'année 2023 était déjà la plus meurtrière depuis des années dans les deux camps, israéliens comme palestiniens. Mais personne n'aurait imaginé cette forme, et dans la faillite des services israéliens et dans la barbarie du Hamas. Le volcan couvait, on le savait, et de la part des églises, ce n'est pas faute d'avoir alerté. J'espère que ceux qui ont créé les conditions en répondront un jour. Hier, un jeune israélien m'a dit, et je m'arrêterai là, « Vraiment sommes-nous surpris ? Comme si nous n'avions pas été assez arrogants en croyant que nous avions réduit 5 millions de Palestiniens à vivre comme des Indiens dans des réserves que nous leur laissions. » Je crois que tout est dit. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut ajouter. Elle ajoute qu'elle refuse d'avoir à choisir maintenant, même si le prix c'est de me faire insulter des deux côtés. Et je crois que c'est
important de se dire que parfois, tenir une position équilibrée sur ce conflit, c'est tellement difficile qu'on doit s'attendre à être insulté, on doit s'attendre à ne contenter ni l'un ni l'autre. Mais finalement, quand on contente ni l'un ni l'autre, c'est aussi qu'on a réfléchi peut-être et qu'on sait un peu de quoi on parle. Elle termine son message en disant « Aimons à perdre la raison, aimons à n'en savoir que dire ». Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, ça nous paraissait important de vous partager ces différents témoignages, ces différentes paroles qui nous ont trouvé, enfin qu'on a trouvé finalement équilibrées et justes. On prétend pas avoir raison, on prétend pas, voilà. Mais c'était intéressant et utile pour nous de pouvoir vous partager ces témoignages qui peut-être résonneront aussi pour vous et chez vous. On voulait aussi rendre hommage à ce professeur de lettres, Dominique Bernard, qui a été assassiné en France vendredi. Lâchement, je crois qu'on peut le dire. 3 ans après la mort de Samuel Paty par un jeune de 20 ans. On n'a pas de mots, encore une fois. Je reviens à Johannes Farr qui a écrit ce jour-là simplement « On va finir par ne plus avoir les mots ». Je crois qu'on ne les a plus déjà. Je crois que cette violence gratuite... Voilà, on va devoir prendre le temps pour savoir ce qui se passera ensuite. Mais on reste sans mots. Et on pense très fort à tous les gens qui, autour de nous, font partie de la communauté éducative également. Je crois, aujourd'hui plus que jamais, les hussards noirs de la République, ils ne sont pas là pour ça et ne devraient pas être là pour mourir, mais vraiment pour proposer aux nouvelles générations... des informations et leur permettre de vivre dans un monde dont ils ont un minimum de clés, pour lequel ils ont un minimum de clés. Voilà. Bon, cette rubrique d'actu était... un peu lourde. Un peu lourde. Mais c'était quelque chose d'important pour nous, je crois. Oui, voilà. On va pas aborder d'autres sujets. Je crois qu'on a déjà su beaucoup aborder. On reviendra sur les derniers développements aux États-Unis dans notre prochain podcast. Si vous avez envie de suivre ce qui se passe un peu en temps réel aux États-Unis, on peut vous conseiller d'écouter les podcasts de William Raymond, qui a fait un podcast qui s'appelle La Chute, où il décrypte en direct les différentes affaires de Donald Trump. Voilà pour ça, mais on y reviendra dans le prochain épisode. On passe tout de suite, Guillaume, à la rubrique Belgitude. Absolument. Alors, ça va être une rubrique très courte, mais une petite histoire comme les Belges en ont le secret. Lundi matin, un certain nombre de trains ont été indiqués sur les écrans des gares belgiques comme en retard, alors qu'en réalité, tous ces trains étaient bel et bien à l'heure. Alors, la ponctualité qui n'est pas toujours le fort de la SNCB, puisque un train sur 7 n'arrivait pas à l'heure dans les 6 premiers mois de l'année 2023. Là, on se retrouve avec des trains qui sont affichés en retard alors qu'ils sont à l'heure. Ils ont quand même le don de se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est un bug informatique qui serait à l'origine de cette information. Donc la SNCB, pendant toute la matinée de lundi dernier, a appelé les voyageurs à regarder en priorité l'application qui, pour des raisons qui m'échappent, elle mettait les trains exactement à l'heure où ils devaient passer. Voilà, écoutez, on sera attentif aux mesures prises par la SNCB pour améliorer la ponctualité de ces trains en général, en espérant qu'elle ne se fasse pas plus de mal qu'elle ne s'en fait aujourd'hui en proposant des trains en retard qui sont en réalité à l'heure. On passe maintenant à la rubrique Vie de couple. Alors, Vie de couple, on voulait d'abord vous parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine, et c'était le jour international du coming out. Donc un jour où on célèbre le fait que ce moment est un moment important pour les personnes de la communauté LGBTQIA+. Il n'y a jamais d'obligation de faire son coming out. Faites votre coming out quand vous le sentez, quand vous en êtes prêt. Ne faites jamais le coming out pour quelqu'un.
Voilà, comme je disais, il n'y a pas d'obligation de le faire et c'est un moment très intime et pour autant, les personnes qui l'ont fait savent combien ça peut aussi être libérateur. Et voilà, c'est important. Enfin, parfois, ce terme de coming out, il est un petit peu tourné en dérision par des personnes qui ne savent pas vraiment l'importance que ça peut revêtir, en disant que finalement les hétéros ne font pas ce coming out. Mais oui, justement, ce coming out, il est en général à plusieurs niveaux et la première étape, c'est en fait de s'accepter soi-même. C'est de faire ce coming out à soi-même, d'accepter de mettre un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est. Et c'est pas toujours une étape facile. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on confie à d'autres. Et les premiers coming out sont toujours très chargés d'émotions parce que justement, on ouvre une porte sur une réalité qu'on a un petit peu cachée en général. Voilà, je vous encourage, si vous êtes bénéficiaire ou si vous entendez si quelqu'un vous confie ce coming out, voilà, d'être dans la bienveillance et voilà, ce qu'on attend, je pense, dans ces moments-là en tant que personne qui fait son coming out, c'est du soutien et une écoute bienveillante. Voilà, je ne sais pas, Guillaume, si tu veux en parler. Moi, j'ai été touché aussi que, notamment, l'Union européenne et le Service européen d'action extérieure et célébrer cette journée internationale du coming out. Ça montre aussi que c'est ces valeurs-là que l'Union européenne, elle porte aussi à l'étranger. Alors qu'on sait que dans énormément de pays dans le monde, être homo, c'est encore un crime. Et dans beaucoup de pays, c'est même la peine de mort qui est la conséquence si on révèle qu'on est homosexuel. Oui, je crois que tu as à peu près tout dit. Si jamais vous êtes dans la situation où vous devez le faire, construisez-vous j'ai envie de dire un cercle bienveillant autour de vous, qui vous servira un peu de bouclier si jamais pour certaines personnes ça se passe pas aussi bien qu'avec d'autres. Prenez vos précautions prenez vos précautions. Pas être complètement démunis si jamais ça se passe pas aussi mal. Des associations existent aussi. Pas aussi bien. Comme le Refuge par exemple, que Max connaît assez bien. Enfin, il y a pas mal d'associations qui existent sur le sujet pour vous accompagner. Contactez-nous si vous voulez. On est toujours prêt et disposé à accompagner. Enfin, au milieu de la nuit, par contre, Max, il ne sera pas dans les mêmes dispositions. Mais... Oui, soyons raisonnables, Guillaume. Soyons raisonnables. Bref, et une petite pensée à toutes les familles homoparentales aussi, puisque finalement, les parents qui font leur coming out, c'est une chose, mais pensons aussi à tous ces enfants qui, à l'école, doivent faire le coming out de leurs parents très régulièrement avec leurs petits camarades également. Yes, et puis de toute façon, le coming out, c'est c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en fait. Dans tout le restant de ta vie, une fois que tu as commencé à faire ton coming out. Au final, c'est pas grave, on aime bien. Tu décides si tu partages ou pas cette info. Est-ce que c'est une info que tu as envie de partager avec la personne que tu as en face ? Et voilà. Deuxième sujet de notre rubrique Vie de couple, un peu plus sur nous. Alors on est désolé parce qu'on va avoir 2 podcasts d'affilée. Enfin, je crois que depuis le début de la saison, en fait, nos podcasts ne sont pas les plus courts. Mais sachez qu'on les fait en tout cas avec beaucoup d'amour. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup d'amour. Venez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout et écoutez-nous jusqu'au bout. On vous en est éternellement reconnaissant. Bref, deuxième sujet, on n'est plus coloc. Voilà, on s'est séparés, on a déménagé, on habite séparément maintenant. C'est ça que tu voulais dire ? Non, je déconne, ça va. Oh là là. Oh là là. Je voulais mettre un peu de. Là, j'ai cru que tu m'annonçais en direct que tu étais en train de rompre avec moi. Ouais, ça serait beau. Sur un podcast qui n'est même pas encore monté en plus. Voilà. On n'est pas dans 1 heure avant la rupture, il est à Lyon. Ah, mais vous déconnez, c'est ce podcast qui nous a mis le pied à l'étrier pour créer le nôtre. Et depuis le début, on se dit qu'on va surtout pas finir comme eux. Sauf qu'eux, ils n'avaient pas fait 5 saisons. Hein. Non. Alors, on arrête les digressions et Guillaume, on enchaîne. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus coloc du coup ? Parce que du coup, on ne voyage plus, donc et puis on n'a plus 15 000 réunions le soir, et puis 15 000 engagements, et puis le week-end, et puis donc on vit ensemble, quoi.
Comme un couple, normal. Et on a décidé de refaire des activités de couple. Il est en train de me montrer son alliance. C'est quoi le message que tu me fais passer là? De refaire des activités de couple. Et vendredi dernier, on a fait une soirée en amoureux. Dans un resto indien. Dans un resto indien qui est juste à côté de chez nous. Pas très loin. Alors, la réalité, pour rien vous cacher, c'est qu'on ne devait pas être en amoureux, on devait être avec une très bonne amie qui s'appelle Claire. Que Claire, malheureusement, si tu nous écoutes, on pense très fort à toi. elle a des petits soucis de santé, du coup, elle n'a pas pu nous rejoindre. Mais du coup, on en a profité pour passer une petite soirée en amoureux, un date night. Et c'était très, 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 très chouette. D'ailleurs, si vous voulez aller dans ce petit barbecue de Bombay sur la chaussée d'Ixelles, allez-y, réservez parce que c'est quand même bien plein. Mais la nourriture était très bonne. On a passé une excellente soirée. C'est bien plein, c'est surtout qu'ils gèrent leur réservation de façon à ne pas avoir trop de monde en même temps. Et donc, on n'a pas trop tardé à être servi. Et le service était top, d'ailleurs. Voilà, par contre, il faut juste parler anglais. Hein, en gros. C'est ça. Et comme on avait un week-end tout entier pour nous, on s'est dit, déjà, on va enregistrer un podcast. Why not, une semaine avant. Bon, c'est aussi parce que le week-end prochain, on n'est pas là. On s'est dit que on allait retourner faire du sport tous les deux. Voilà, donc on est retourné faire du sport. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de sport. Le hamster sur son tapis. Voilà, donc je parle de moi. Ça, c'était, moi aussi un peu. Mais ça, c'était chouette. Ça fait du bien de refaire du sport tous les deux. Et puis surtout, on a fait une nouvelle découverte à un moment particulier, Guillaume. Absolument. On a fait enfin quelque chose sur lequel on lorgne depuis plusieurs mois. C'est une après-midi jeux de société. Donc une association qui organise des après-midi jeux de société tous les mois, pas très loin de chez nous, pareil, à moins de 5 minutes de la maison. On n'a jamais pu y aller jusqu'à maintenant, et là on a pu, et donc on a découvert Carcassonne. Non, je déconne, enfin mais un peu quand même. On a découvert une nouvelle version de Carcassonne. Halloween, c'est un peu ça en fait. Ouais, fantômes et brouillard. Les cimetières. Et voilà, c'était en tout cas une belle découverte. Je crois que malheureusement, on va devoir craquer. On a morflé, on va pas se mentir. Alors, vous connaissez Carcassonne, vous oubliez à peu près Carcassonne, c'est simple. Voilà. Hein, et là, c'était pas simple. Et surtout, on jouait contre le jeu. Et honnêtement, il y a 6 niveaux. On y a passé 3 heures et on a réussi à aller jusqu'au niveau 3 qu'on n'a même pas terminé. On n'a pas réussi à passer le niveau 3. Il faut Ça, dire qu'on a recommencé 3 fois le niveau 1 et d'au moins 2 fois le niveau 2, je crois. Mais bon, globalement, on était super contents parce que ça faisait. On avait déjà fait des. Je crois que c'est des soirées jeux dans notre ancien magasin de jeux préféré qu'on adorait et qui a fermé malheureusement. Et du coup, il n'y avait plus ça. Et là, on est arrivé dans cette pièce super grande avec à peu près 200 jeux. C'était super bien. Et voilà, c'était très chouette. Vous venez avec nous la prochaine fois. Voilà, 4 novembre. Prenez contact, on y va. Voilà, en gros, c'était à peu près ce qu'on voulait vous partager parce que aussi il n'y a pas beaucoup de temps, mais en tout cas pour vous dire, voilà, ça y est, on a repris d'attaque, on n'est plus des colocs, on a retrouvé des activités sociales et Guillaume recommence à faire des soupes. Je me réjouis d'avance. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir remettre le chauffage. Alors Max, pour terminer ce podcast, un petit sujet geek. Exactement. En fait, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux ces dernières semaines, mais on nous a présenté des nouvelles applications de l'intelligence artificielle qui m'ont carrément bluffé et je crois que j'étais pas le seul. En gros, lorsque vous faites une vidéo, vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle pour traduire en simultané automatiquement votre vidéo et non seulement la vidéo, donc l'audio de votre vidéo va être traduite, mais en plus, l'intelligence artificielle va synchroniser vos lèvres avec la nouvelle langue qui va être utilisée dans cette version traduite de votre vidéo. Et je dois dire que, en fait, ça m'a carrément bluffé. On le sait, l'intelligence artificielle, elle permet aussi de faire ce qu'on appelle les deepfakes, de créer des vidéos et tout ça. Et donc voilà, mais c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. C'est vraiment, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, certains ont dit, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre une langue étrangère ? Parce que si on arrive à faire de la traduction, finalement, un contenu peut être traduit sans que ça se voit et de très bonne manière par l'intelligence artificielle. Ça veut dire c'est assez, ça casse la baraque, on va dire. Et en tout cas, ça veut dire aussi que les contenus qui étaient quand même
en particulier sur YouTube, assez ségrégé par langue, en fait. Soit vous faites du contenu en anglais, soit vous le faites dans une autre langue. Et en général, les personnes qui veulent toucher un grand nombre de personnes le font en anglais parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à toucher une grande partie du monde. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a plus cette barrière parce que vous pouvez faire votre contenu dans votre dialecte luxembourgeois, flamand ou en français et le faire traduire par ces outils d'intelligence artificielle et vous serez en mesure de le diffuser dans 56 langues. C'est absolument époustouflant. Je vous invite à aller voir, on postera une petite vidéo. Il y a un Américain qui a fait cette vidéo et donc qui parlait. Et pendant la vidéo, en fait, il a switché pour que ça soit en italien, en français, enfin français québécois quand même, et d'autres. Et je trouve ça complètement hallucinant. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge, en tout cas en termes de possibilités que l'intelligence artificielle ouvre. Je pense qu'on rentre vraiment dans une ère très très différente. Et je crois que beaucoup de gens passent à côté de ça pour l'instant, mais ça risque de révolutionner un petit peu nos sociétés. Voilà, c'était cette petite chose que je voulais vous présenter dans cette rubrique. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 4e épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, si ce podcast vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et à nous mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute et un like sur YouTube, X ou un pouce bleu sur Facebook. Et encore une fois, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Peut-être que cette fois-ci, on pourra le diffuser dès le dimanche soir. Pour les plus pressés, on ne sait pas, on verra. Peut-être reprendre des bonnes habitudes. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches Tumultueuses.